Bonsoir à tous et bienvenue dans LFNA TV, l'émission qui ne prend pas de vacances pour tout vous dire sur l'actualité du football professionnel et amateur en Nouvelle-Aquitaine. Au programme ce soir, le FFF Tour était cette semaine du côté de la région. Florian Sabatier a suivi pour nous l'étape de Royan. La préparation s'intensifie pour Pau et Bordeaux à une semaine maintenant de leur retrouvaille pour le coup d'envoi de la Ligue de BKT. Et puis on filera sur l'île d'Oléron où un stage pour enfants était organisé par la Fondation Real Madrid. LFNA TV numéro 101, c'est parti. Avant de filer sur le sable de Royan, on débute avec du football féminin et une bien triste nouvelle. Jeudi dernier, nous avons reçu, non sans émotion, un communiqué de l'ASJ Soyaux indiquant la fin de l'aventure pour le club charentais. Et ce, après avoir été exclu, on le rappelle, des championnats nationaux en raison de problèmes financiers. Un coup de tonnerre puisque l'ASJ Soyaux, fondée en 1968, allait fêter ses 55 ans et évoluer encore il y a quelques semaines en D1 Arkema. L'ASJ Soyaux, club phare du football féminin néo-aquitain et pionnier à l'échelon national, avait même décroché le titre de champion de France en 1984. Un club qui a vu passer des internationales de renom comme Corinne Diacre et Corinne Petit et qui comptait une trentaine de salariés à ce jour. LFNA TV a une pensée émue ce soir pour tous les amoureux de ce club historique du football féminin français et néo-aquitain. On continue avec l'actualité du beach soccer. Le FFF Tour était cette semaine en Nouvelle-Aquitaine avec une étape à Royan, tout d'abord en Charente-Maritime, et une étape à Hendaye dans les Pyrénées-Atlantiques. Au programme, comme chaque année, des matchs, des ateliers, des animations et plein d'enfants pour goûter au foot diversifié. Les caméras d'LFNA TV étaient présentes lors de l'étape du FFF Tour à Royan. Un reportage concocté pour vous par notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier. C'est une grande manifestation qui est organisée donc, par la Fédération française de foot pour faire connaître toutes les activités de plage. Donc bien sûr, il y a le beach, mais en plus, il y a des activités de découverte pour les jeunes. Voilà. Il y a du fit foot, il y a une activité pour les gens qui sont non-voyants, pour les jeunes. Voilà, donc c'est une promotion, c'est une promotion donc, du foot pour faire venir peut-être également des enfants pour jouer en herbe. Voilà. Il n'y a pas que le jeu en herbe, il y a également donc, le foot en salle et le beach. En plus à Royan, on a un cadre idéal avec les plages de la côte. Donc c'est une très bonne opération que la Fédé puisse s'arrêter tous les ans pendant 2 jours à Royan. Non, la fédération n'est pas porteuse que du football traditionnel. La fédération est aussi porteuse justement des divers foot. Donc le beach soccer dont je parlais tout à l'heure, vous avez le footnet, vous avez le foot en marchand, vous avez le CC foot, vous avez tout ce qui est aussi les défis. Et tout ça en fait fait partie aujourd'hui du catalogue que propose la fédération en termes de pratique. Et donc là c'est le bon endroit et ces 2 jours-là c'est le bon moment pour que les licenciés et les non licenciés du département puissent venir découvrir tous ces footballs. On s'aperçoit que le sport qui est codifié, les sports, on va dire, vedettes, on l'appelle notamment par rapport au foot, qui est très codifié, passer à côté aussi, à un moment donné, d'un certain public qui demande un peu plus de liberté, une diversité un petit peu différente et qui ne cherche pas forcément la compétition, mais qui cherche à se développer, à se faire plaisir. Et là, tout à l'heure, on a vu du freestyle, donc on peut le faire tout seul.
on peut s'amuser tout seul et se prendre du plaisir. Là, vous avez le beach et là, vous voyez, on a des conditions idéales pour se faire un grand plaisir. Et vous voyez, on joue avec des petits, des moyens, des grands et vraiment tout le monde. Et c'est facile, on ne s'occupe plus de technique, on s'occupe d'être là, d'être présent et de participer. Ah, le FF Tour, c'est voilà, c'est le soleil, c'est la mer, c'est le plaisir, c'est le loisir. C'est être dans un environnement qui permet effectivement d'être là, d'être joyeux, d'être tous ensemble. L'amitié, le respect, toutes ces valeurs-là que nous essayons de prôner et qui malheureusement sont un petit peu difficiles. Et comme il n'y a pas de compétition, il y a beaucoup de choses qui se font. On se serre la main. Et puis c'est des gestes qu'on aimerait bien voir tout le temps. Mais c'est quand même une journée de plaisir. Il faut pas oublier ça. Hein. Donc nous sommes en été, les jeunes ont besoin, je veux dire, de se détendre. Et voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Ce serait plaisir, découverte et aussi initiation à la nouvelle pratique. Et pour ceux qui ont raté les étapes de Royan et Hendaye mais qui seront en vacances dans le sud, sachez que le FFF Tour continue sa tournée jusqu'à la fin du mois d'août. 4 étapes sont prévues dans la région Occitanie, notamment vous le voyez au Cap d'Agde et au Gros du Roi. Et puis 2 étapes auront lieu sur la côte méditerranéenne avec une dernière étape notamment à Bormes-les-Mimosas. Si vous êtes en vacances dans le coin, n'hésitez pas à vous déplacer. J-7 avant la reprise de la Ligue 2 BKT et une affiche 100% Nouvelle-Aquitaine, on le rappelle, lors de la première journée avec un derby régional au Noustecamp entre Pau et Bordeaux. 2 équipes encore engagées dans le sprint final évidemment de leur préparation estivale. Le Pau Football Club qui était opposé ce week-end au Noustecamp à Bergerac-Périgord, équipe qui évolue en National 2. Malgré les 2 divisions d'écart, le duel a été beaucoup plus acharné que prévu pour les Palois. Résumé de cette rencontre avec les réactions d'après-match, tout cela vous est proposé par notre envoyé spécial au Noustecamp, Florian Sabatier. Début de ce match amical entre le Pau FC et Bergerac-Périgord FC. Dernier réglage pour les Palois avant d'affronter les Girondins de Bordeaux le 7 août prochain en Ligue 2. Dès les premiers instants de la partie, ce sont les Palois qui se mettent en évidence, mais la défense périgourdine fait bloc devant son ultime rempart. Les hommes de Nicolas Ouzaï continuent de conserver le cuir et sur une action construite, ils ne seront pas loin d'ouvrir la marque suite à une frappe de Khalid Boutaïb, mais Pierre Laborde s'étend de tout son long pour écarter le danger. Les hommes de Yassine Azaf ne sont pas en reste puisque sur un corner en 2 temps, Hicham Mlab voit sa tête ne pas trouver le cadre. Pau profite d'un coup de pied arrêté pour se mettre en situation offensive, mais le gardien de but veille au grain pour capter le ballon. Fin de ce premier acte sur ce score nul et vierge de 0-0.
Au retour des vestiaires, le Bergerac-Périgord FC va croire un peu plus en sa bonne étoile. Et sur une action éclair, ils ne seront pas loin d'ouvrir la marque, mais le gardien capte en 2 temps. Les coéquipiers de Cécile Almeida insistent. Une nouvelle fois, Boutaïb est trouvé sans pour autant trouver le chemin défilé. Avant de retrouver la Ligue 2, Pau veut s'offrir un succès suite à un beau double contact. L'attaquant béarnais ne trouve pas le cadre. Après avoir fait le dos rond, Bergerac essaie de s'offrir une opportunité de scorer. Mais la frappe de Victor Elisalt n'inquiète pas le gardien de Pau. Dans les ultimes minutes de la partie, Pau va obtenir quelques corners, mais la tentative paloise trouve sur sa route un défenseur avant d'heurter légèrement la barre transversale. Sur le corner de la dernière chance, Bergerac connaît des difficultés à s'en sortir, mais finalement la tentative ne trouvera pas le cadre. Fin de cette rencontre et les deux équipes se quittent dos à dos sur un score nul de 0-0. Le truc, c'est qu'on a récupéré moins que hier, donc il était hors de question qu'on puisse le faire démarrer. L'idée, c'était de lui donner 20 ou 25 minutes de temps de jeu. Après, j'ai trouvé le match d'Antoine intéressant devant la défense. Il a cette capacité aussi à pouvoir jouer à ce poste-là. Mais effectivement, on a manqué un peu de lien entre nos milieux et nos attaquants. On a manqué effectivement un peu de profondeur. Donc, on a fait un match sérieux. Il y avait un peu aussi j'ai senti un peu de crispation. Alors peut-être de venir un stockant pour les nouveaux, mais après. Voilà, il faut rester serein et se préparer pour la semaine prochaine, quoi, voilà, tout simplement. Oui, au-delà du résultat, c'est surtout le contenu. On a joué mercredi à Arcachon, une équipe de R1. On a eu pas mal de soucis dans les petits détails défensifs qu'on a bossé 3 jours après. Et le contenu qu'ont mis les garçons ce soir est très satisfaisant dans l'animation défensive en tout cas. C'est ça, on essaie de créer un chaos organisé pour se créer des situations avantageuses, pour marquer des buts. Donc là, on a commencé à mettre ça aussi en place aujourd'hui dans l'animation offensive. Oui, c'est sûr, c'est beaucoup de fierté et beaucoup d'adrénaline aussi pour relever un challenge pareil. Donc voilà. Comme vous l'avez dit, il y a eu pas mal de changements dans l'effectif, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, donc on est en construction. On va prendre d'abord les matchs les uns après les autres. On va avancer comme ça jusqu'à la trêve et puis on fera les comptes, voir ce qu'il y a de bien à jouer ou pas, quoi. Si les Palois ne se sont pas forcément rassurés de leur côté, les Girondins de Bordeaux étaient en déplacement dans les Deux-Sèvres, à Choré, pour y défier le SCO Angers. Les Girondins qui vont ouvrir le score par la nouvelle recrue Vipotnik à la 53e minute, avant de se faire égaliser en toute fin de match. À la 91e minute, dans le temps additionnel, Imad Abdelli s'offre un raid solitaire pour l'un des bijoux de l'été. But absolument magnifique et score final 1 but partout face à une équipe reléguée de Ligue 1 qui fera partie des prétendants à la montée. Un test grandeur nature intéressant pour le coach bordelais David Guillon que l'on écoute au micro de Girondin TV. Ouais, on va face à un adversaire qui vient de descendre de Ligue 1. On savait qu'on avait une belle opposition. La première mi-temps, j'ai trouvé que les deux équipes n'osaient pas trop se livrer. Elles se regardaient beaucoup. Il y avait très peu de déséquilibre qui s'est fait. On a senti que nous, sur la fin de la première mi-temps, il commençait déjà à se passer des choses, notamment dans les changements de rythme. Et puis sur la deuxième mi-temps, c'est une vraie satisfaction d'avoir pris le dessus sur cette équipe angevine. Collectivement, on a vraiment vu des choses intéressantes de la part de mon équipe. Je trouve qu'on a marqué un très très joli but et on aurait pu, à mon sens, doubler la marque. Et cette deuxième mi-temps, elle est vraiment intéressante pour les fondamentaux qu'on veut mettre en place et sur lesquels on a travaillé depuis le début de la préparation. La pointe de déception, parce qu'on était venu pour gagner, la pointe de déception, c'est de prendre ce but à la dernière minute sur un corner. En effet, c'est un exploit individuel, mais je pense qu'on aurait pu mieux faire, que ce soit sur le corner, à concéder, ou que ce soit pour gêner le joueur. Mais cette deuxième mi-temps m'a bien plu et on va travailler là-dessus pour l'avenir et notamment pour le match de Pau. Bordeaux qui se déplacera donc à Pau lors de la première journée de Ligue 2 BKT, match décalé qui se jouera lundi 7 août à 20h45. On aura l'occasion d'en reparler
la semaine prochaine dans l'émission. Les Girondins de Bordeaux, club formateur de l'international français Aurélien Tchouaméni, aujourd'hui au Real Madrid. Un parcours exceptionnel pour ce joueur qui a démarré le football à Artic, près de Bordeaux, dans le district de la Gironde. Passé de la Nouvelle-Aquitaine au Real Madrid, un grand écart et un destin qui fait rêver de nombreux enfants. Certains d'entre eux ont déjà pu s'entraîner avec la tunique blanche des Merengues, puisqu'un stage estival était organisé en ce mois de juillet par la fondation du Real Madrid du côté de l'île d'Oléron. Nos deux journalistes, Flavien Vernet et Fange Tessier, se sont rendus à Saint-Pierre-d'Oléron pour LFNA TV. Ce vendredi 21 juillet dernier se clôturait le stage de la fondation Real Madrid Clinique au sein du club de l'île d'Oléron. 100 jeunes, venus des 4 coins de la France, étaient présents sur toute la semaine. 2 membres de la fondation dressent un bilan de ces 5 derniers jours. Et le Real, dans le monde, c'est le club qui est hyper connu. Donc 14 Ligues des Champions, qu'on aille à l'île d'Oléron, qu'on aille au fin fond de l'Ariège, comme j'ai fait un stage là-bas, c'est un plaisir pour tout le monde. Et les gens veulent que justement le Real de Madrid s'exporte hors des frontières de l'Espagne. Nous avons fait plusieurs stages en Charente-Maritime et nous avons parcouru le département. Et c'est la première fois que l'on venait sur la commune d'Oléron, sur cette île ici là. Donc on savait que les installations étaient géniales et que le groupe de bénévoles était très très motivé pour nous accueillir. Donc c'était un plaisir de venir là. Bien sûr, ce qu'on anticipait, ça s'est réalisé parce que les conditions d'accueil ont été excellentes. Et puis même si le niveau n'était pas d'un niveau très très élevé au niveau sportif, mais par contre on a pu voir qu'il y avait une excellente éducation au niveau des enfants. Moi, je suis de toute façon enchanté de venir, de découvrir ce beau coin de France. Pour nous, qu'on ait 30 enfants ou qu'on ait 100 enfants, il n'y a pas de problème, hein, c'est la même philosophie. On a les mêmes ateliers, on a le groupe d'éducateurs qui est plus important. C'est surtout une récompense pour le club. Parce que c'est le club qui fait la promotion, c'est le club qui fait la communication et c'est le club qui est récompensé sportivement d'une part et puis financièrement par le fait d'accueillir le stage. Le bilan il est toujours positif quand on voit les enfants qui repartent avec des étoiles dans les yeux, qui ont été attentifs, concentrés et qui ont sur la semaine emmagasiné au niveau de tous les exercices qui peuvent leur servir plus tard. Nous, on est là aussi pour sélectionner des joueurs qui iront sur la finale nationale. Quand on fait un stage de 100, il y a toujours un qualifié direct pour Valdebebas sur les installations au niveau de la Cantera. Et il est sélectionné avec tous les stages qui se passent en Europe. Comme il y a 7 pays en Europe qui organisent des stages, ils se retrouvent sur un week-end à Madrid. On annonce toujours la couleur. Les valeurs au niveau du Real Madrid, c'est sûr qu'il y a le respect, il y a la ponctualité. Et, on leur demande sur toute la semaine d'être bienveillant et aussi de bien se comporter. Il y a dans le programme une note qui correspond au comportement. Des tenues qui sont les tenues du Real Madrid et dès que les enfants enfilent la tenue du Real, les parents nous l'ont confirmé, dans leur tête c'est plus les mêmes. Parce qu'on leur inculque bien sûr les valeurs de respect d'eux-mêmes et de discipline, de rigueur, de fair play, de combativité, de performance. Et on peut dire qu'ils ont réussi leur tâche. Nous avons sélectionné 6 joueurs, donc ça a été assez difficile, plus un best team player. C'est une nomination un peu particulière pour celui qui a une bonne mentalité, qui aide de ses camarades, qui se retrouve être un peu le leader du groupe.
L'implication des bénévoles, quand on tombe sur les clubs au niveau des stages, il y a beaucoup de bénévoles qui sont là pour que ça fonctionne. Et c'est un peu les travailleurs de l'ombre. Nous, on est sur le terrain, eux, ils sont au fourneau. Et les clubs utilisent donc ces bénévoles. C'est une tâche qui, souvent, ils prennent une semaine sur leurs vacances pour pouvoir aider le club. Mais là, c'est un peu le club. Nous, on constate que ces bénévoles, ils sont hyper importants. Tous les stages de la Fondation Real Madrid sont ouverts à toutes les personnes qui aiment le football. Donc c'est ouvert aux licenciés football, français ou étrangers, aux personnes qui ne font pas du tout de football. Pas du tout de football, donc on avait quelques enfants qui n'étaient pas du tout licenciés et qui sont venus découvrir cela sur une semaine. Et puis tous les passionnés de sport et de football en particulier. Ouais. Alors jusqu'à maintenant, moi, ça fait quand même plus de 3-4 ans que je fais des stages. On ne regarde pas le côté masculin-féminin. Il y a une fille qui mérite, on la sélectionne, mais la Fondation cette année a souhaité qu'on en sélectionne plus, puisque bon, elles ont quand même des adversaires de qualité. Et c'est pour ça que sur le stage, on a souhaité en sélectionner 2. Ils reviennent l'année prochaine, ils veulent revenir l'année prochaine, ils veulent qu'on le refasse et comme j'ai dit, ils sont repartis avec donc plein de souvenirs, je pense, ils s'en souviendront toute leur vie. On passe à la Coupe de France avec un moment toujours très attendu pendant la période estivale, le tirage au sort du premier tour de la Vieille Dame. Pour rappel, la saison dernière, ce sont les Chamois niortais et les Palois qui sont allés le plus loin du côté de la Nouvelle-Aquitaine avec une sortie face à des équipes de Ligue 1 en 16e de finale pour les 2 formations. Niort, c'était face à Auxerre, Pau face à Lille. Pour cette Coupe de France saison 2023-2024, 35 clubs de Régional 3 ont été exemptés de premier tour, avec tout d'abord 3 clubs du district de la Charente, l'UA Cognac Football, Jarnac Sport, La Roche-Rivière Tardoire FC, 4 clubs de Charente-Maritime, Onis Avenir, l'US Marennaise, le FCS Jonzac Saint-Germain et la SPTT Caponis, un club du district de la Corrèze, le CA Mémacois, un club du district de la Creuse, le F Aubusson, 3 clubs de la Dordogne, Sarlat, Marcillac, Périgord Centre et Coulognex Chamier. Il y a également plusieurs clubs de Gironde exemptés de premier tour avec Saint-André de Cubzac, le CA Béglé, Patronage Bazadé, Martignas-Sillac, le CA Salois, Targon-Soulignac FC et le FC Loubésien. Il y a également 2 clubs du district des Landes avec le S Montoise et la JA Dax, 2 clubs du district du Lot et Garonne, le SU Agenais et la SSA Pays du Dropt. Il y a 4 clubs du district des Pyrénées-Atlantiques exemptés de premier tour, Oloron-Béarn, Poët de l'Escar, l'élan Béarnais d'Orthez et le SA Moléonais, 3 clubs des Deux-Sèvres, Aubrin-Hortais, Saint-Sauveur et Cerisay, 3 clubs du district de la Vienne avec Migné-Auxence, Nieul-l'Espoir, Château-Larcher et 2 clubs du district de la Haute-Vienne avec 2 clubs de Limoges, le FC Limoges-Beaubreuil et le Limoges Landouge Foot. Voici donc les 35 clubs exemptés. Avant de vous donner le tirage au sort complet de ce premier tour de Coupe de France, nous vous proposons de voir comment se déroule justement un tirage au sort au sein de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Une course contre la montre, un travail de longue haleine et un travail de fourmi de la part des équipes de la Ligue. Plongé dans les coulisses d'un tirage au sort de Coupe de France, c'était en septembre dernier à l'occasion du 4e tour. Un reportage passionnant signé Touami Nassiri. Villadornan, Villa, Mérignac. Tous ceux qui sont le plus excentrés. Les 2 Mérignac, tu peux mettre, non? Non, on va les séparer.
surtout à partir du 4e tour, même 3e aussi, 4e tour où les National 2 rentrent. Alors il se trouve que nous avons 4 équipes de National 2 dans notre ligue. Donc on fait en sorte de faire 4 groupes et de les répartir dans les différents groupes. Et je pense que la commission, alors c'est sous leur égide, je pense qu'ils ont réparti également les N3. Ils essaient de répartir aussi les R1, les R2 pour que chaque groupe soit de même niveau, égal en force. Voilà. Après c'est pas toujours facile parce que des fois il y a des trous, il y a des secteurs où il n'y a pas beaucoup d'équipes, donc ça oblige parfois à faire des kilomètres, quoi. Il y a des endroits où il y a beaucoup de régional 1 par exemple, d'autres il y en a très peu, donc bon, il y a des groupes qui peuvent être plus faibles, en guillemets, je veux dire, par rapport aux divisions que l'autre. Voilà. Après on arrivera au 5e tour, après on fait le nombre de groupes qu'on veut aussi, mais en général c'est 2 ou 3 5e groupes. Par contre le 6e tour on a l'habitude de faire un groupe unique, c'est-à-dire c'est un tirage intégral, du nord au sud de la Ligue. Voilà. Mais bon, sur le règlement de la Coupe de France, il est mentionné qu'on fait le nombre de groupes qu'on veut, maxi 2, quoi, donc on peut faire 1 ou 2 groupes. Nous, on a l'habitude de faire un groupe. Vous avez vu comment on travaille, vous avez assisté à la réunion et vous avez vu que c'est loin d'être simple. Entre les petites erreurs qui peuvent arriver, un ticket qu'on a égaré dans un groupe ou pas dans l'autre, vous voyez, il faut tout recommencer. C'est pas évident, c'est pas simple à faire. Surtout pour essayer de respecter une forme d'équité. C'est d'abord un gros travail, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant on avait fait la Coupe d'Aquitaine, et la Coupe d'Aquitaine c'était, je ne sais pas dire de bêtises, mais il y avait 200 clubs. Donc vous voyez, on est là depuis 10 h ce matin, hein, c'est pas une mince affaire tout ça. Et bon, on essaye, comme je vous dis, on essaye dans la mesure du possible de faire un truc le plus équitable possible. Des fois on ne peut pas, on n'y arrive pas, on n'a pas la solution, parce qu'il y a un club qui est excentré en haut de la Corrèze, ou en haut de la Gironde, ou dans le sud, dans les Pyrénées, ou les Pyrénées-Atlantiques et tout ça. Donc c'est des fois difficile. J'ai le souvenir de tirages qu'il y avait eu où Bressuire, en Coupe de France, avait été anglais, ou un club de Corrèze. Donc ça, c'est pas évident. C'est loin d'être évident. Sur le tirage, en fait, évidemment, ça alimente beaucoup de discussions. Tout le monde parle du tirage et du tirage. Est-ce qu'il y a un bon tirage? Moi, je trouve en fait que c'est forcément un bon tirage, puisque déjà on a le plaisir d'arriver au 4e tour, que si on tire une équipe en fait qui est assez proche de nous sur le niveau, bah, ça nous donne des chances et ça c'est hyper motivant. Et puis si on tire une équipe qui est largement au-dessus, bah, ça fait chez nous un match de gala et un souvenir pour tous les joueurs qui garderont, donc c'est très chouette. Alors nous on est tombé sur La Rochelle, une équipe de R1. Là l'écart est assez énorme puisqu'on est en départemental 3 et donc on est plus dans le match de gala, mais on va se dire qu'on va jouer le match. Voilà. Ah, ils sont beaux, bah, on les a aperçus un peu dans le carton et tout, etc. Mais c'est vrai que les maillots en fait, de Coupe de France chez les joueurs, c'est toujours légendaire. Parce qu'en fait, il faut atteindre le 4e tour pour l'avoir. Que nous, dans nos clubs de Détroit, il y a peu de joueurs qui ont connu des niveaux largement au-dessus, qui ont eu l'occasion d'arriver déjà à ce 4e tour. Et donc, par exemple, c'est toujours un événement quand un joueur sort un maillot de Coupe de France qu'il arrive avec à l'entraînement. Tout de suite, voilà, c'est un rêve pour tous d'avoir les maillots. Et donc, voilà, on est très content de les avoir. Ils vont les porter et les reporter longtemps, je pense. Effectivement, je suis venu avec un de mes collègues et on avait quand même la pression, effectivement, parce que c'est pas trop notre habitude, ce genre de tirage. D'habitude, on ne passe pas autant de tours et on a fait le déplacement justement pour vivre ça et on aimerait bien y revenir, donc en espérant qu'on soit au prochain tour. Bon. Là, il va falloir être costaud quand même, il faut rester humble, mais ça laisse oui, quand même une petite pression. Et puis tous les joueurs étaient connectés ou ont eu le résultat en même temps que nous. Donc bon, c'est plutôt une belle
une belle ambiance quoi, qui se précise. Oui, c'est ça. C'est, enfin, le but, et puis je l'espère, hein, c'est de ne pas prendre la méga fessée. Surtout chez nous, bon, le but c'est de les embêter un maximum et puis de surtout bien sortir quoi. Si on doit sortir, que ça soit avec les honneurs. Et puis si par chance parce que bon, la coupe c'est ça aussi, il faut un peu de chance, il faut un petit peu de grinta et si avec un peu de chance on peut les ennuyer plus fort que ça et aller un petit peu plus loin, et on prendra avec plaisir. « 35 clubs de R3 donc exemptés de premier tour de cette Coupe de France 2023-2024. Pour les autres clubs concernés, voici le tirage au sort complet de ce premier tour de Coupe de France.
Ce numéro 101 de LFNA TV est désormais terminé. Un grand merci à toute l'équipe qui a participé à cette émission avec Florian Sabatier, Flavien Vernet et Fange Tessier. Merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager et à commenter cette émission qui reste disponible en replay sur Facebook et YouTube comme d'habitude. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et n'oubliez pas qu'il soit professionnel ou amateur, le football, ça reste un jeu, même l'été.